entreprise que j'avais aidé à concevoir il y a 13 ans, à l'époque où les industries Morel opéraient encore dans un vieil entrepôt rénové de la banlieue lyonnaise. Mon nom y était tapé dans cette police de caractères impersonnels qu'il est réservé aux courriers officiels, Julien Bernard, directeur senior des opérations. Ce titre me semblait encore trop grand pour le gamin de Vénissieux qui avait commencé au service du courrier. La sœur de ma femme Laurence, Victoire Morel, avait pris le poste de PDG il y a 6 mois, juste après le départ à la retraite de leur père. Le vieux Richard Morel avait bâti cette entreprise à partir de rien, transformant un petit atelier de fabrication en une puissance de 200 millions d'euros. C'était un homme dur mais juste, le genre de patron qui se souvenait du prénom de vos enfants et qui débarquait au barbecue de l'entreprise les manches retroussées, prêt à retourner les merguez sur la grille. Victoire était différente. Elle avait passé 10 ans dans des fonds d'investissement à Londres, apprenant l'art de démanteler des sociétés pour en extraire chaque centime et maximiser la valeur pour les actionnaires. Quand elle entrait dans une pièce, on pouvait presque voir les tableurs Excel défiler derrière ses yeux, calculant quels employés étaient des actifs et lesquels étaient des passifs. Je savais ce que contenait l'enveloppe avant même de la décacheter. Les signes étaient là depuis des semaines, des réunions auxquelles je n'étais plus convié, des audits budgétaires où les chiffres de mon département étaient passés au crible avec une précision chirurgicale alors que d'autres étaient validés d'un simple hochement de tête, et ce sourire particulier que Victoire m'adressait dans le couloir, celui qui n'atteignait jamais ses yeux. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, formelle, froide, efficace. Nous avons le regret de vous informer que votre poste est supprimé dans le cadre d'une initiative de restructuration globale. Cependant, en reconnaissance de vos années de service, nous vous offrons l'opportunité de démissionner volontairement plutôt que de faire face à un licenciement. Cette offre expire dans 48 heures. Les mots se sont brouillés alors que je les relisais 2, puis 3 fois. 13 ans de semaine de 60 heures, à rater les matchs de foot de mon fils pour conclure des contrats, à bâtir des systèmes qui faisaient tourner cette boîte. Et voilà comment ça se terminait, un morceau de papier me donnant 2 jours pour choisir entre la démission et la porte. Le téléphone de mon bureau a sonné, l'assistant de Victoire me demandant de me rendre immédiatement à la direction. J'ai regardé l'enveloppe une dernière fois, ce sceau d'entreprise qui ressemblait soudain à une marque au fer rouge, et j'ai pris ma décision. Quand je suis entré dans le bureau de Victoire 10 minutes plus tard, elle n'était pas seule. Le directeur financier de l'entreprise, Grégoire Pascal, était assis dans l'un des fauteuils en cuir, l'air mal à l'aise. Victoire se tenait près de la fenêtre, sa silhouette découpée par le soleil de l'après-midi, dégageant l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été renvoyé de quoi que ce soit de sa vie. « Julien », a dit Victoire sans se retourner, « j'imagine que tu as lu la lettre. » « Je l'ai lue », ai-je répondu, et elle s'est enfin tournée vers moi. « Quelle est ta décision ?» J'ai regardé Grégoire, qui étudiait ses mains comme si elle détenait les secrets de l'univers. Il travaillait avec moi depuis 8 ans, connaissait chaque système que j'avais mis en place, chaque crise que j'avais traversée. Nous avions passé d'innombrables nuits à restructurer la chaîne d'approvisionnement, à implanter de nouveaux logiciels, à former le personnel. Maintenant, il ne pouvait même pas croiser mon regard. « Je démissionne », ai-je dit calmement. L'expression de Victoire n'a pas changé, mais j'ai décelé une lueur dans ses yeux. Du soulagement, peut-être, ou du triomphe. Choix judicieux. Grégoire s'occupera des formalités. Nous aurons besoin de ta lettre de démission demain matin. Je l'aurai déposée sur ton bureau avant la fin de la journée, ai-je répliqué. Cela sembla la surprendre. Si vite ? Rien ne sert de faire traîner les choses, quand c'est fini, c'est fini. J'ai quitté le bureau pour retourner au mien, croisant des collègues qui travaillaient sous mes ordres depuis des années, Sandrine à la comptabilité, que j'avais promue quand tout le monde disait qu'elle était trop jeune, Marc à la logistique, que j'avais maintenu en poste quand le conseil d'administration voulait externaliser tout son département, Julie au RH, qui avait pleuré dans mon bureau à la mort de sa mère, reconnaissante que j'ai organisé son télétravail pendant 3 mois. Aucun d'entre eux ne savait encore que je partais, que demain matin il se réveillerait avec un email annonçant mon départ et me remerciant pour mes années de service dans le langage corporatif le plus fade possible. Chaque système que j'avais construit, chaque processus propriétaire que j'avais développé, chaque relation avec les fournisseurs et les clients passait par moi personnellement plutôt que par les canaux officiels. Vous voyez, quand on travaille quelque part pendant 13 ans, surtout quand on commence au bas de l'échelle pour grimper les échelons, on n'apprend pas seulement les systèmes officiels, on apprend les vrais rouages, la manière réelle dont les choses se font quand les processus théoriques échouent. Je savais quel fournisseur accorderait un crédit quand la trésorerie était tendue parce que j'avais tissé des liens personnels avec les propriétaires.
Je savais quels clients avaient besoin d'être accompagnés pas à pas lors d'une installation parce que c'était moi qui leur tenais la main. Je savais quels systèmes informatiques avaient des solutions de contournement non documentées parce que je les avais créées moi-même quand les solutions officielles plantaient. Et je savais autre chose, quelque chose que j'avais découvert il y a 6 mois lors d'un audit de routine qui aurait dû être simple mais qui s'était transformé en toute autre chose. La lettre de démission que j'ai tapée ne faisait qu'une seule phrase, je sous-signais, Julien Bernard, démissionne par la présente de mon poste de directeur senior des opérations aux industries Morel, avec effet dès le règlement intégral de toutes les compensations, prestations et obligations contractuelles en suspens, telles que définies dans mon contrat d'embauche initial daté du 15 mars 2011. Je l'ai imprimé, signé et remise en main propre au bureau de Victoire à 16h47 le jour même. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé en plissant les yeux. C'est assez succinct, Julien. Tu as demandé une lettre de démission, c'est une lettre de démission. La plupart des gens ajoutent quelques mots de gratitude pour l'opportunité, des souvenirs chaleureux, des vœux de réussite pour l'entreprise. Je ne suis pas comme la plupart des gens, ai-je dit, et je ne suis pas particulièrement reconnaissant ni d'humeur chaleureuse en ce moment. La mâchoire de Victoire s'est crispée, mais elle a acquiescé. C'est ton droit. Les RH traiteront cela demain. J'ai remarqué que tu es resté très formel avec cette phrase sur la date des faits. Je clarifie juste les termes, ai-je répondu, j'ai appris il y a longtemps que la clarté évite les malentendus. J'ai quitté son bureau et je suis sorti des industries Morel à 17h pile, comme je l'avais fait des milliers de fois auparavant. Sauf que cette fois, je transportais un porte-document en cuir contenant les copies de 13 ans de documentation, de correspondance et des irrégularités financières très intéressantes sur lesquelles j'étais tombé lors de cet audit 6 mois plus tôt. Laurence était dans la cuisine quand je suis rentré, coupant des légumes pour le dîner. Notre fils Théo était à l'étage en train de faire ses devoirs, sa musique filtrant à travers le plafond. Des sons normaux pour une soirée normale dans une vie qui allait devenir très anormale. J'ai été viré aujourd'hui, ai-je dit en posant ma mallette sur le comptoir. Le couteau de Laurence s'est arrêté net. Quoi? Enfin, forcé de démissionner. Ta sœur m'a donné 48 heures pour partir ou être licenciée. Elle a posé le couteau et s'est tournée vers moi, son expression indéchiffrable. Victoire t'a viré? Techniquement, j'ai démissionné. Mais oui, c'est l'idée. Laurence est restée silencieuse un long moment, et j'ai vu passer quelque chose sur son visage. Du choc, oui, mais pas de la surprise. Pas le genre d'indignation que j'aurais attendu d'une femme dont la sœur venait de détruire la carrière de son mari. Qu'est-ce que tu as fait? A-t-elle fini par demander. La question m'a frappé comme une gifle. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ta première question. Pas pourquoi Victoire ferait ça? Pas comment peut-elle te traiter ainsi après tout ce que tu as fait pour cette boîte? Ton premier instinct est de supposer que j'ai fait quelque chose de mal. Elle ne te renverrait pas sans raison, Julien, tu as dû faire quelque chose. J'ai fixé ma femme depuis 16 ans, et soudain, beaucoup de choses prenaient sens. Sa distance ces derniers temps, ses appels pris dans d'autres pièces, le temps de plus en plus long passé chez sa sœur. J'avais attribué cela à leur rapprochement depuis que leur père était à la retraite. Des liens familiaux. Depuis combien de temps es-tu au courant? Ai-je demandé doucement. Au courant de quoi? Que Victoire prévoyait de m'évincer. Le silence de Laurence fut une réponse suffisante. J'ai attrapé ma mallette et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu? M'a-t-elle crié. Discuter avec une avocate qui ne va pas me demander ce que j'ai fait de mal. J'ai passé la nuit dans une chambre d'hôtel, entouré de documents et de mon ordinateur portable, cartographiant exactement jusqu'où allait le terrier du lapin. Les irrégularités que j'avais trouvées, celles sur lesquelles j'enquêtais discrètement depuis des mois, n'étaient pas de simples erreurs comptables. Elles étaient systématiques, délibérées et totalement illégales. Victoire détournait de l'argent de l'entreprise via une série de sociétés écrans. Rien d'énorme, rien qui n'aurait déclenché des alertes immédiates, juste un flux constant de 50 000 euros par-ci, 75 000 euros par-là, déguisés en frais de conseil, paiement de fournisseurs ou licences logicielles pour des programmes qui n'existaient pas. En 18 mois, elle avait déplacé environ 3,2 millions d'euros hors des industries Morel vers des comptes qu'elle contrôlait. J'avais la trace écrite, les relevés bancaires auxquels j'avais réussi à accéder via les canaux d'audit légitimes, et surtout, j'avais mon contrat de travail original signé il y a 13 ans. Ce contrat était une relique des débuts,
quand Richard Morel gérait l'entreprise plus comme une famille que comme une multinationale. Il contenait des clauses qui ne passeraient jamais dans des accords modernes. Plus précisément, il prévoyait des dispositions d'intéressement aux bénéfices, des clauses de propriété intellectuelle me donnant une propriété partielle sur les systèmes que je développais, et une indemnité de départ liée à l'ancienneté que le département RH de Victoire avait commodément oublié d'inclure. À 6h30 le lendemain matin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Monsieur Bernard? Une voix de femme, professionnelle et tendue. Ici maître Patricia Hamon, du cabinet Hamon et Associés. Je représente les industries Morel. Je vous appelle concernant votre lettre de démission. Bonjour, maître. J'aurais besoin de clarifications sur les termes utilisés, spécifiquement ce que vous entendez par règlement intégral des compensations et obligations. Exactement ce qui est écrit. Ma démission ne devient effective qu'une fois que les industries Morel auront réglé tous les montants impayés qui me sont dus selon mon contrat de travail. Il y eut un silence, un bruit de papier remué. Monsieur Bernard, j'ai votre dossier sous les yeux. Votre contrat prévoit les avantages standards et une indemnité de licenciement de 2 mois. Ce n'est pas le contrat que j'ai signé en 2011, ai-je dit calmement. Ça, c'est un contrat que vos RH ont créé l'année dernière lors d'une mise à jour de la politique de l'entreprise. Je ne l'ai jamais signé. Mon contrat d'origine, qui est toujours juridiquement contraignant, contient des termes significativement différents. Un autre silence, plus long cette fois. Pouvez-vous m'envoyer une copie de ce contrat original? Je l'enverrai à mon avocate, et elle pourra vous le transmettre par les voies officielles. Vous avez pris une avocate? Bien sûr. Je suis un professionnel qu'on force à quitter une boîte qu'il a aidé à bâtir. Pourquoi n'aurais-je pas de représentation légale? La voix de Patricia Hamon est devenue plus dure. Monsieur Bernard, je dois vous informer que toute tentative d'utiliser votre départ comme levier pour obtenir des compensations supplémentaires pourrait être vue comme... Comme quoi? Ai-je interrompu? Comme l'application d'un contrat légalement contraignant? Maître Hamon, je n'utilise rien comme levier. Je m'assure simplement que mon départ soit géré selon les termes acceptés il y a 13 ans. Si les industries Morel veulent que ma démission prenne effet immédiatement, elles doivent d'abord régler ce qu'elles me doivent. Et que croyez-vous qu'elles vous doivent exactement? J'ai souri, même si elles ne pouvaient pas le voir. Mon avocate vous enverra un décompte détaillé. Je pense que vous trouverez cela très instructif. J'ai raccroché et appelé immédiatement l'avocate que j'avais contactée la veille. Maître Solène Rivet était une spécialiste du droit du travail réputée pour broyer les entreprises qui tentaient d'escroquer leurs employés. Solène, ai-je dit quand elle a décroché, ça te dirait de t'attaquer aux industries Morel? Le décompte que Solène a envoyé à Patricia Hamon 3 jours plus tard faisait 47 pages. Il détaillait chaque obligation que les industries Morel me devaient selon mon contrat original, et les chiffres étaient stupéfiants, même pour moi. Premièrement, il y avait la clause d'intéressement aux bénéfices. Richard Morel l'avait mise en place pour motiver les employés clés pendant la phase de croissance. J'avais droit à 0,5% des bénéfices nets annuels pour chaque année de service au-delà de 5 ans. Après 13 ans, cela représentait 4% des bénéfices nets, calculés rétroactivement pour les années où la clause n'avait pas été correctement appliquée. Le bénéfice net des industries Morel l'année dernière était de 18 millions d'euros. 4% de cette somme représentait 720 000 euros. Deuxièmement, il y avait la clause de propriété intellectuelle. Tout système ou processus que j'avais développé et qui était devenu essentiel aux opérations me donnait droit à des redevances si l'entreprise continuait à les utiliser après mon départ. J'avais développé ou modifié de façon majeure ces systèmes opérationnels clés. L'évaluation de Solène fixait les frais de licence à 2,5 millions d'euros, payables en une fois ou via des redevances continues. Troisièmement, il y avait l'indemnité de départ liée à l'ancienneté, 1 mois de salaire par année travaillée, calculé sur mon niveau de salaire actuel. 13 mois à 15 000 euros par mois, 180 000 par an, représentaient 195 000 euros. Quatrièmement, et c'est là que ça devenait intéressant, il y avait la clause de non-concurrence. Le texte standard disait que je ne pouvais pas travailler pour un concurrent direct pendant 2 ans. Mais le contrat original comportait une clause de réciprocité que Richard Morel avait incluse par souci d'équité, si l'entreprise appliquait la non-concurrence, elle devait me compenser pour la restriction de ma capacité à gagner ma vie. Solène a calculé cette compensation à 450 000 euros, représentant la perte de revenus potentiels.
Total des compensations dues, 3 865 000 euros. Patricia Hamon a appelé le cabinet de Solène 1 heure après avoir reçu le document. C'est absurde, a dit Patricia sans même prendre la peine de saluer. Aucun tribunal n'appliquera un contrat avec de telles clauses. La voix de Solène était de glace. Ah bon? Parce que j'ai sous les yeux un contrat signé, dûment exécuté et certifié qui détaille chaque disposition que nous avons citée. À moins que vous ne suggériez que la signature n'est pas celle du père de votre cliente, ce contrat est tout à fait valide. Ce contrat a 13 ans. L'entreprise a changé. Le contrat n'a été remplacé par aucun autre accord signé par M. Bernard. Il n'a jamais accepté de nouveaux termes. Par conséquent, le contrat original reste en vigueur. Il y eut un long silence. C'est de l'extorsion. Non, a répondu Solène calmement. L'extorsion, c'est forcer un employé à démissionner sous la menace d'un licenciement pour refuser d'honorer son contrat. Ce que nous faisons, c'est de l'exécution contractuelle. Il y a une différence. Les industries Morel ne paieront jamais ça. Dans ce cas, la démission de M. Bernard ne prend pas effet et il reste un employé des industries Morel avec un accès total à tous les systèmes et informations, y compris son pouvoir d'audit. Un autre silence, et je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Patricia Hamon. Quel pouvoir d'audit? M. Bernard occupe un poste de direction avec une large surveillance opérationnelle. Cela inclut l'accès au système financier à des fins d'audit. S'il est toujours employé, il conserve cet accès. Je suis sûr que votre cliente préférerait ne pas avoir un employé mécontent doté d'un pouvoir d'audit resté indéfiniment dans les effectifs. C'est du chantage. Solène a ri. Maître Hamon, je vais vous donner un conseil juridique gratuit. Regardez de très près les registres financiers des industries Morel des 18 derniers mois. Portez une attention particulière au paiement des fournisseurs, aux frais de conseil et aux licences logicielles. Puis demandez-vous si votre cliente veut vraiment que M. Bernard conserve son statut d'employé et son accès au compte. La ligne a coupé. J'étais assis dans le bureau de Solène quand elle a raccroché, et elle s'est tournée vers moi avec un sourire satisfait. Ça a capté son attention. Tu penses que Victoire va payer? Ai-je demandé. Solène s'est adossée à son fauteuil. Victoire Morel détourne de l'argent de sa propre boîte. Elle ne peut pas se permettre de te laisser fouiller avec un pouvoir d'audit pendant que tout cela se joue. Elle va devoir choisir entre te payer ce que le contrat dit ou risquer que tu en découvres plus que ce que tu sais déjà. Et si elle bluffe? Si elle pense que je ne sais rien pour les détournements? Alors nous lui montrerons que tu sais, avec juste assez de détails pour qu'elle comprenne que tu as une vision d'ensemble. Solène a rédigé une lettre qui était un chef-d'œuvre d'intimidation juridique. Elle n'accusait pas explicitement Victoire de crime, mais elle référençait des dates de transactions spécifiques, des noms de fournisseurs bidons et des montants exacts. La lettre concluait simplement « M. Bernard estime que ces questions sont mieux traitées par un règlement approprié de ses obligations contractuelles, permettant aux deux parties de se séparer à l'amiable et évitant toute nécessité d'enquête ou de divulgation ultérieure. Traduction, payez-moi ce que vous me devez, et je tairai vos délits. » La réponse est venue plus vite que prévu. 3 jours plus tard, Patricia Hamon appelait Solène pour demander une rencontre en personne. Nous nous sommes retrouvés dans une salle de conférence du cabinet d'avocats Hamon, en plein centre-ville. Patricia était là avec Victoire et Grégoire Pascal. Solène m'accompagnait avec un clerc qui a pris des notes pendant toute la séance. Victoire semblait plus petite que dans mon souvenir, et il y avait quelque chose dans son regard que je n'avais jamais vu auparavant, de la peur. Monsieur Bernard, a commencé Patricia, nous avons revu vos demandes contractuelles et vos justificatifs. Bien que nous contestions certaines évaluations, nous sommes prêts à discuter d'un accord. Solène n'a même pas ouvert son dossier. Quelle est votre offre? Patricia a fait glisser une feuille sur la table. 800 000 euros payables en plusieurs fois sur 2 ans. En échange, M. Bernard signe une décharge complète incluant des clauses de confidentialité, de non-concurrence et s'engage à ne plus engager de poursuite. J'ai ramassé l'offre et j'ai fait mine de la lire attentivement. Puis je l'ai posée et j'ai regardé Victoire droit dans les yeux. C'est insultant, ai-je dit calmement. Victoire a pris la parole pour la première fois. Julien, nous essayons d'être raisonnables. Raisonnable? Tu m'as mis à la porte après 13 ans, tu as essayé de me priver de mes droits, et maintenant tu m'offres une fraction de ce que mon contrat garantit?
Ce n'est pas raisonnable. C'est une insulte. Les clauses de ce contrat sont excessives, a dit Grégoire, retrouvant enfin sa voix. Elles ont été écrites à une autre époque. Elles ont été écrites quand cette entreprise était honnête, ai-je rétorqué, en laissant poindre une pointe de dureté. Quand la personne qui la dirigeait se souciait d'autre chose que d'extraire le maximum de profit avant de passer à l'opportunité suivante. Le visage de Victoire a rougi. Tu ne sais rien de ce que c'est que de diriger une boîte, Julien. Tu n'as jamais eu à prendre de décisions difficiles. J'en sais assez pour repérer une fraude quand j'en vois une, ai-je lâché froidement. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Patricia a réagi la première. Monsieur Bernard, je vous conseille d'être très prudent avec vos accusations. Solène a posé une main sur mon bras, un signal subtil pour reprendre la main. Mon client ne lance pas d'accusation. Il déclare qu'il a des inquiétudes concernant certaines irrégularités financières découvertes lors de procédures d'audit de routine. Des inquiétudes qui devraient être levées avant qu'il ne puisse signer sereinement toute décharge l'empêchant de signaler d'éventuels abus de biens sociaux. Les mains de Victoire tremblaient. Tu n'oserais pas. Je me suis penché en avant. Victoire, j'ai passé 13 ans à bâtir les systèmes et les relations qui font tourner cette boîte. J'ai bossé les week-ends et les jours fériés. J'ai raté mon gosse grandir parce que j'étais ici à m'assurer que tout fonctionnait. Et tu as récompensé cette loyauté en me virant et en essayant de me voler ce que j'ai gagné. Alors, crois-moi, j'oserais absolument. Grégoire a regardé Victoire avec un air de panique. On doit régler ça. Patricia a emmené Victoire à l'écart pour une discussion à voix basse qui a duré 5 minutes. Quand elles sont revenues à la table, Victoire avait l'air vaincue. 2,5 millions, a dit Patricia. Payé en une fois sous 30 jours. Clause de non-concurrence levée. Référence neutre garantie, mais la clause de confidentialité et la décharge sont non négociables. Solène m'a regardé. J'ai fait signe que non. Nous voulons les 3,8 millions au complet, a dit Solène. Sinon, on s'en va. Ça n'arrivera pas, a dit Patricia fermement. Alors on se verra au tribunal, a répondu Solène en se levant. Et Monsieur Bernard continuera d'être un employé avec plein pouvoir d'audit jusqu'à ce que ce soit résolu. Nous étions déjà à la moitié de la porte quand Victoire a parlé. Attendez. On s'est retourné. 3,5 millions, a-t-elle dit tout bas. C'est le maximum que je peux sortir sans que. Elle s'est arrêtée, mais on savait tout ce qu'elle allait dire, sans que cela ne devienne flagrant qu'elle me payait pour acheter mon silence sur ses détournements. Solène m'a regardé à nouveau. J'ai réfléchi, faisant les calculs dans ma tête. 3,5 millions d'euros n'était pas le montant total du contrat, mais c'était assez pour me mettre à l'abri et bien plus encore. Et surtout, cela me permettait de partir proprement. Marché conclu, ai-je dit. Mais je veux l'accord écrit aujourd'hui même, et l'argent sous 14 jours, pas 30. Patricia semblait vouloir protester, mais Victoire a simplement hoché la tête. D'accord. Les formalités ont pris 6 heures. À minuit, j'avais un accord signé me garantissant 3,5 millions d'euros en échange de ma démission, de mon silence sur les irrégularités financières et de mon engagement à ne pas poursuivre les industries Morel. 2 semaines plus tard, le virement est arrivé sur mon compte. 3,5 millions moins les 30% d'honoraires de Solène me laissaient 2,45 millions d'euros. Plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé posséder. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. 3 mois après mon départ des industries Morel, l'entreprise a annoncé qu'elle faisait l'objet d'une enquête de l'AMF pour irrégularité financière. Quelqu'un, semble-t-il, avait envoyé un signalement anonyme au régulateur avec des informations détaillées sur les sociétés écrans et les transferts de fonds frauduleux. Victoire a été arrêtée 6 semaines plus tard. L'enquête a révélé qu'elle avait volé près de 5 millions d'euros en 2 ans en utilisant des méthodes de plus en plus sophistiquées pour cacher ses vols. Elle a fini par plaider coupable d'abus de biens sociaux et de fraude. Aux dernières nouvelles, elle purgeait une peine de 8 ans de prison. Richard Morel est sorti de sa retraite pour stabiliser l'entreprise. L'un de ses premiers appels a été pour moi. Julien, a-t-il dit, la voix lourde de regret. J'ai appris ce qui s'est passé avec Victoire. Je suis désolé. Je n'aurais jamais dû lui confier les rênes sans plus de surveillance. Ce n'est pas votre faute, monsieur Morel. J'ai aussi entendu parler de l'accord.
C'était malin de te protéger avec ce contrat. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu. Vous m'avez appris à toujours tout mettre par écrit. Il a ri, d'un rire un peu triste. Je reconstruis l'équipe de direction. Je sais que tu as probablement tourné la page, mais si tu es intéressé pour revenir. J'apprécie, Richard, mais je travaille sur un nouveau projet. Mon propre cabinet de conseil pour aider les entreprises à bâtir de meilleurs systèmes opérationnels. C'est bien, Julien. C'est très bien. Il a marqué une pause. Pour ce que ça vaut, tu as été l'un des meilleurs employés que j'ai jamais eus. Je suis désolé que ma fille n'ait pas su le voir. Quant à Laurence, nous nous sommes séparés 6 mois après mon départ. Le divorce a été amiable, ou du moins autant que ce genre de choses peut l'être. Elle était au courant du plan de Victoire pour m'évincer, elle l'avait même aidé à élaborer la stratégie. Cette trahison était quelque chose que je ne pouvais pas pardonner. Théo est resté avec moi la plupart du temps. Il a maintenant 14 ans, assez vieux pour comprendre ce qui s'est passé et faire ses propres choix. Mon cabinet de conseil a décollé plus vite que prévu. Il s'avère qu'il y a un marché énorme pour quelqu'un qui sait comment construire des systèmes qui fonctionnent vraiment. En un an, j'avais déjà 6 clients et je devais refuser des contrats. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Grégoire Pascal. Il avait quitté les industries Morel et travaillait pour un concurrent. Il cherchait quelqu'un pour réorganiser tout leur département des opérations. « Est-ce que tu serais intéressé ?» m'a-t-il demandé. Je sais que les choses se sont mal finies chez Morel, mais... Grégoire, ai-je interrompu. Les choses ne se sont pas mal finies. Elles se sont finies exactement comme elles le devaient. Et oui, ça m'intéresse. Envoie-moi les détails. Parce que c'est ça, le truc quand on vous pousse dehors, quand on vous trahit, quand on vous dit que vous n'avez plus de valeur. Parfois, ce n'est pas la fin de quelque chose. Parfois, c'est juste le début de quelque chose de bien meilleur. Victoire pensait m'évincer pour se protéger, pour cacher ses crimes et écarter celui qui pourrait les découvrir. Au lieu de cela, elle m'a forcé à prendre conscience de ma propre valeur, à comprendre ce que je valais vraiment et à arrêter de me contenter d'être sous-estimé. Cette lettre de démission d'une seule phrase, qui semblait si simple quand je l'ai tapée, s'est avérée être la chose la plus intelligente que j'ai jamais écrite parce qu'elle m'a protégé. Elle les a forcés à assumer ce qu'ils me devaient, et elle m'a donné le levier nécessaire pour partir la tête haute et le compte en banque plein. Alors, si vous regardez ceci et que vous êtes dans un boulot où vous n'êtes pas valorisé, où l'on vous pousse vers la sortie, souvenez-vous de ceci, connaissez votre valeur, connaissez vos contrats, et ne laissez jamais personne vous intimider pour vous faire accepter moins que ce que vous méritez. La lettre de démission n'est pas la fin. C'est juste le début d'obtenir ce qui vous revient de droit.